Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau Catulu où je vais vous parler de 4 romans, dont le premier coup de cœur de l'année 2023. Youhou! Et oui, on est arrivé donc fin janvier et le premier coup de cœur de l'année est arrivé, mais je vous le garde pour la fin de vidéo. Oui, je sais, je suis sadique, mais je suis comme ça et j'aime ça. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le premier roman dont je vais vous parler. Il s'agit de Enchantement, le tome 1, L'initié, de Anthony Blanchet des éditions Inceptio. Donc ici, on est dans le premier tome d'une saga où on va retrouver Merlin l'Enchanteur. Mais alors, oui, on va retrouver Merlin l'Enchanteur, mais un Merlin un peu différent du folklore habituel dont on a l'habitude de... Voilà, moi, quand j'entends parler de Merlin l'Enchanteur, je vois le Merlin du dessin animé de Disney. Hein, le monsieur bas avec une grande barbe blanche, une toge bleue, un grand chapeau pointu bleu. Voilà, bref. Vous voyez un petit peu le topo. Ici, on est quand même un petit peu loin du vieux monsieur en toge bleue qui fait remuer les casseroles et les bidons dans le dessin animé. Merlin, il est de nos jours. Hein, on est dans les années, je crois qu'on est en 2019. Voilà, on est en 2019. Et Merlin vit tout seul dans une petite chaumière, tente... on ne sait pas trop, enfin, il vit un petit peu chichement, un petit peu reclus de la société. Néanmoins, il va quand même, voilà, il sort, il fait ses courses comme tout à chacun. Et bah, bon, c'est pas ouf, hein, sa vie. Hein. Il se passe pas des trucs rocambolesques tous les 4 matins. Parce que ça fait quand même 40 ans qu'il attend que une personne développe des pouvoirs magiques. Parce que la magie, ben, c'est plus ce que c'était. Hein. On manque un petit peu de magie dans notre monde actuel. Et du coup, Merlin attend cette personne pour pouvoir la former. Et depuis quelques jours, il se passe quand même des choses un peu bizarres. Bon, je trouve que c'est un peu bizarre, mais il creuse pas plus loin. Et puis, il regarde sa carte, et là, oh magie, c'est le moment de le dire, il s'aperçoit qu'une personne a développé des pouvoirs magiques, et des sacrés pouvoirs magiques, et donc il traverse quasiment le monde en avion pour aller récupérer cette personne qui s'appelle Arthur. Coïncidence ou pas, j'en sais rien. Mais bref, il s'appelle Arthur et il va, du coup, Merlin va lui expliquer qu'il a des pouvoirs magiques et qu'il va devoir le prendre sous son aile pour pouvoir le former. Il va donc l'emmener à la guilde des enchanteurs et des magiciens afin de le présenter et de demander à le prendre sous son aile pour pouvoir le former. Sauf que quand tous les magiciens et enchanteurs sont réunis, ils s'aperçoivent qu'il y a un autre problème, et cette fois-ci de taille. Il y a un magicien, un très très puissant sorcier, pas très sympathique, pas très gentil. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était enfermé d'ailleurs. Et voilà, ce magicien s'est enfui de sa prison et bah, il a, comme qui dirait, des idées de vengeance. Hein, contre ceux qui l'ont enfermé dans la prison, à savoir l'intégralité de tous les autres magiciens. Donc, voici le décor planté. Alors, dans la première partie du récit, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Merlin, il vivote, il essaye. Voilà, on le voit un petit peu dans son quotidien, et son quotidien n'est pas ouf, hein, je vous l'ai dit. Et le roman commence réellement à prendre son ampleur quand on arrive à la guilde des magiciens où il présente Arthur pour pouvoir le former. Et là, voilà, quand on apprend que Jorold, le sorcier pas très sympathique, c'est Jorold ou Thorold d'ailleurs? Oui, c'est Thorold. Hein. C'est pas Jorold, c'est Thorold. Bah oui, c'est Thorold. C'est Thorold, donc. Quand Thorold sort de prison, et là, on commence vraiment à être dans le feu de l'action, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un tome 1. Donc, je vais dire, dans le premier tiers du roman, on se met en place,
Et après, voilà, l'action part. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman-là, c'est que quand il y a des romans sur l'apprentissage, on a toujours le point de vue de l'élève. Hein, comment se passent les leçons, comment, voilà, son état d'esprit en tant qu'apprenti. Là, l'apprentissage se fait du côté du maître. Et là, on a toutes les questions existentielles du prof qui nous sont exposées, à savoir, est-ce que je lui transmets de la bonne manière, est-ce que je lui transmets les bonnes choses, les bonnes pratiques, tout ce dont il va avoir besoin pour pouvoir se développer, est-ce que je suis pas trop dur avec lui, est-ce que je suis pas trop mou avec lui, bref, toutes ces questions qui font de magicien, de Merlin, quelqu'un d'extrêmement humain, d'extrêmement attachant, même s'il a des côtés un petit peu horripilants, parce qu'il ne veut pas tout dire d'un coup, il veut cacher certaines choses à Arthur, choses qui permettraient quand même à Arthur d'en apprendre un peu plus sur son maître, et d'être un peu plus en accord avec lui. Et on a aussi toute une galerie de personnages secondaires. On a Cassandre, qui est une puissante magicienne, qui a un lien assez particulier avec Merlin. Et on a, comment qu'il s'appelle, le petit gars, là je me rappelle plus, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai lu. Je vais retrouver, hein. Je vais retrouver. Je vais retrouver. Je vais retrouver. Percival, bien sûr. Comment j'avais pu oublier Percival? Percival, qu'on appelle Percy dans le roman. C'est un jeune garçon qui voue un culte, un amour immodéré pour Merlin. Voilà, j'ai beaucoup aimé la relation aussi qui se noue entre les personnages, entre Percival et Arthur, entre Cassandre et Merlin, entre Merlin et Arthur, et Merlin et Percival. Enfin, tout cet ensemble de relations, là, ces relations entre ces 4 personnages, ça évolue bien pendant le roman, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'épaisseur, et voilà, Anthony Blanchet, il a quand même un très bon talent de conteur, de remettre cette légende de Merlin au goût du jour, transposée à notre époque, en 2019, donc c'est récent, hein, c'est vraiment notre époque, c'est hyper intéressant. On a en tête de chapitre des runes. Voilà, ici je vous montre, voilà, le chapitre 1 ici. Et en fin de roman, on a tout le lexique des runes. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper passionnant. Et bah, je suis arrivée à la fin et je me suis dit ah non! Et j'ai pas le tome 2. Voilà, donc j'ai pas le tome 2, mais autant vous dire que bah voilà, la fin donne envie de lire la suite, évidemment. Donc voilà, j'ai très très hâte de retrouver Enchantement et la plume d'Anthony Blanchet, et de retrouver les personnages Merlin, Arthur, Cassandre et Percival dans d'autres aventures. Et surtout, est-ce qu'ils vont arriver à remettre Thorold dans sa prison? Voilà. Ensuite, je vais vous parler de 2 livres audio que j'ai écoutés. Alors, le premier, ça fait un moment que je l'ai terminé, mais je vous en ai pas parlé parce que j'avais pas assez de contenu. Il s'agit des archives de Rochard, le tome 1, La Voix des Rois, de Brandon Sanderson. Je vous mettrai la petite étiquette ici. Alors, ça fait extrêmement longtemps que j'entends parler en bien, voire même en très très bien, des archives de Rochard, de Brandon Sanderson. Quoi, c'est un monument de la littérature fantasy. Et je me suis dit, oui, bon, enfin bon, on se relance encore dans une saga de fantasy. Tu t'es déjà lancé dans la saga des Annales du Disque Monde, dont je vous parlerai dans le prochain Catulu, d'ailleurs. Petit teasing pour la semaine prochaine. J'aime bien faire ça de temps en temps. Et donc, moi, je me suis dit, ouais, vas-y, lance-toi. J'ai eu l'opportunité d'avoir le tome 1 en audio. Et bon, voilà, j'ai mis mes écouteurs et je me suis laissée porter, donc, par la voix du narrateur. Et je suis partie à Rochard. Alors là, dans La Voix des Rois, la première partie de La Voix des Rois, c'est un tome qui a été séparé en 2. La Voix des Rois.
Et dans la première partie, bah, c'est toute l'installation de l'univers, toute l'installation des personnages. Donc il n'y a pas énormément d'action. Néanmoins, on est vraiment bien immergé dans l'univers de Rochard. Alors, on a quand même quelques personnages hyper intéressants. On a le personnage de Kaline. Alors Kaline, lui, c'était un brillant étudiant en médecine et il a été obligé de tout laisser tomber pour protéger son petit frère. Et du coup, il a été réduit en esclave, il a été emprisonné, il a été réduit en esclavage et il a été envoyé sur les champs de bataille. Qui est pas, voilà. Alors, on suit un petit peu Kaline dans toutes ses pérégrinations. Voilà, permettez, je me prends ma tasse pour me réchauffer les mimines. Donc, on le suit dans toutes ses pérégrinations. Et à la fin du tome 1, il lui arrive quelque chose qui donne vraiment envie de savoir comment ça va se passer pour la suite pour lui. On a aussi une jeune femme qui fait absolument tout pour être prise en apprentissage par la sœur du Calice. Non, c'est pas ça. Du caca, c'est du caca quelque chose. Oh, la crotte, c'est pas possible d'avoir le cerveau en gruyère comme ça. Oh, je vous jure, c'est pas facile tous les jours d'être moi, des fois je me saoule. Si, vraiment. Comment ça s'appelle? Clarissime. Absolument rien à voir avec le calice. Donc on a une jeune femme qui veut être l'apprentie de la sœur du Clarissime. On ne sait pas trop pourquoi, mais elle déploie des trésors d'ingéniosité pour vraiment être prise sous l'aile de la magicienne. Et on se demande vraiment pourquoi. Et on commence à apprendre un petit peu toute la mythologie des radieux. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Enfin bref, je pense que vous l'aurez compris, au fil des pérégrinations des différents personnages, j'ai grandement envie de poursuivre mon aventure dans les archives de Rochard, d'aller fouiner dans les archives de Rochard, et je me suis commandé le tome 2 de La Voix des Rois qui devrait arriver incessamment sous peu à la maison. Mais voilà, je ne peux pas trop vous en dire de plus, parce qu'on est vraiment dans l'installation de l'univers, l'installation du personnage, et l'action de La Voix des Rois débute réellement à la toute fin du tome 1, c'est-à-dire, voilà, peut-être bien dans la dernière demi-heure d'écoute, où c'était vraiment hyper addictif, hyper passionnant, et là, fin. Donc là, j'étais un petit peu frustrée, il me fallait absolument le tome 2 pour vraiment rentrer dans l'histoire. Mais voilà, je vous conseille, alors, dites-moi si vous connaissez les archives de Rochard, dites-moi si je fais bien de poursuivre. Jérôme, je sais que tu vas regarder la vidéo, je sais que toi tu es à fond dans les archives de Rochard et que tu es déjà extrêmement bien avancé. J'espère pouvoir te rejoindre assez rapidement. Bref, petit message privé à part. J'ai lu également, j'ai écouté en audio également Entre Fauves de Colin Niel, dont je vous mettrai également ici la petite vignette. Donc là, ici, on n'est plus dans de la fantaisie, mais on est vraiment dans du roman noir, comme le fait si bien Colin Niel. Et là, on est dans le domaine de la chasse, mais de la chasse avec un grand C, hein, pas les gens légèrement avinés, légèrement, voire beaucoup avinés, que l'on peut rencontrer en forêt et qui prennent les passants un petit peu pour des biches, alors que ce n'est pas trop la saison. Là, on est dans l'univers de la chasse et dans l'univers des animaux sauvages. On va suivre l'histoire de 3 personnages. Martin, qui est garde dans un parc dans les Pyrénées, et Marc est très inquiet car ça fait très longtemps, ça fait quelques semaines qu'il n'a plus de nouvelles de Carlito, qui est le dernier
en liberté dans les Pyrénées. Il n'a plus aucune nouvelle de cet animal, il est très très inquiet, et il va se mettre à la recherche de Carlito. Il va lancer des messages sur les réseaux sociaux, et il va tomber. Il est abonné à un groupe qui dénonce les chasseurs, qui dénonce ces hommes et ces femmes qui posent fièrement devant leurs trophées, qui font de la chasse uniquement peut-être des choses pour se faire mousser hein, sur les réseaux sociaux, pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, et qui n'ont aucun intérêt pour les animaux qu'ils tuent. Et il va tomber sur la photo d'une jeune femme qui pose fièrement, son arc à la main, à côté de la dépouille d'un lion absolument magnifique. Et il va décider de traquer cette jeune femme pour lui mettre un petit peu le nez dans son caca. Hein, voilà. Et donc, on va suivre également l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Apolline. Apolline, elle a perdu sa maman depuis quelques années. Elle est élevée donc par son père. Elle a 2 frères. Et son père est un très très grand chasseur. Malheureusement, ses 2 fils, ils n'ont pas la fibre chasse dans leurs veines. Donc, il a tout misé sur sa fille. Et par contre, sa fille a montré des prédispositions assez fournies en termes de chasse. Et pour ses 20 ans, il va lui offrir un énorme cadeau. C'est la chasse d'un lion mythique en Afrique. Donc, il va lui payer le voyage en Afrique pour chasser ce lion. Et le 3e personnage, c'est un jeune homme qui vit dans les terres africaines, en Namibie. Et le troupeau de chèvres de son père a été décimé par un lion. Et son père, voilà, c'est la fatalité, c'est comme ça, on va accepter les subventions et les aides du gouvernement et repartir tranquillement comme ça. Sauf que lui, le jeune homme, il l'entend pas de cette oreille, il veut prouver sa valeur à la tribu vis-à-vis de son père et vis-à-vis de la jeune femme qu'il convoite. Donc il va se mettre en tête de chasser lui-même ce lion qui a décimé le troupeau de son père. Donc voilà, on est dans cette ambiance de chasse, d'animalité, de brutalité. Et on a aussi le point de vue des amoureux de la chasse. Alors, c'est un peu antinomique de dire ça, mais certains chasseurs ont le respect de l'animal. Quand je dis respect, c'est que oui, ils le chassent, ils le tuent, mais ils le tuent de manière à ce que l'animal ne souffre pas. Ils ne veulent pas faire souffrir l'animal. Ils ne veulent pas le tuer dans des souffrances absolument horribles. Voilà, quand il le tue, c'est propre, c'est net, c'est efficace, c'est du premier coup, et comme ça l'animal ne souffre pas. Alors, je sais, certains vont dire que l'animal est tué de toute manière, oui, mais il ne souffre pas. Alors, n'allez pas me jeter des cailloux, n'allez pas me jeter des pierres, n'allez pas me jeter des tomates, ne me vouez pas aux gémonies, ne m'envoyez pas la police de YouTube sur le dos, je n'ai pas dit que j'étais pour la chasse. Je dis seulement que dans ce roman, on nous explique le point de vue de vrais chasseurs, d'amoureux de la chasse, et par le biais justement des mots de la jeune femme, des mots d'Apolline. Alors, est-ce que le discours passe mieux parce que c'est un personnage féminin qui le dit? J'en sais rien. Néanmoins, on peut comprendre le point de vue des chasseurs. J'ai dit on peut comprendre. J'ai pas dit qu'on l'accepte. On peut comprendre. Il faut faire la part des choses. C'est pas un roman sur l'apologie de la chasse. C'est un roman sur la brutalité, la bestialité, le chasseur qui devient proie, la proie qui devient chasseur. C'est extrêmement bien fait. On a la plume de Colin Niel qui insuffle une ambiance sombre, une ambiance noire. Franchement, j'ai dégommé ce livre audio en peu de temps. Il faisait quoi 8 heures d'écoute, j'ai dû l'écouter, il a dû me faire 3 jours. Tellement j'étais prise dans l'ambiance,
dans cette ambiance animale et brutale. J'ai vraiment adoré ce roman. C'est une vraie belle plume. C'est un roman noir, comme c'est si bien le faire Colin Niel. Je vous encourage vraiment à découvrir sa plume, que ce soit en audio ou en livre papier. Franchement, allez-y. C'est un pur régal et vous serez vraiment... Là, il nous emmène vraiment dans les paysages. On est vraiment en Afrique quand il décrit la Namibie et toute la traque toute la chasse, toute la traque qui est faite en Afrique. C'est vraiment hyper intéressant. Et on est vraiment là-bas, on est vraiment en Afrique et on suit vraiment les personnages là-bas. C'est vraiment hyper intéressant, hyper immersif et vraiment chapeau à Colin Niel pour ce tour de force. Alors là, je vais attaquer le premier coup de cœur de l'année. Donc, accrochez-vous, posez-vous, parce qu'on va y en avoir pour un moment. J'ai lu donc en service presse numérique, grâce à Ned Gallet, le nouveau roman de Jean-Marc Souvira. Alors, je ne vous montre pas la couverture sur liseuse, parce que sur le service presse numérique, je n'avais pas de couverture, donc je vous la mettrai ici. C'est le nouveau roman de Jean-Marc Souvira, La Porte du Vent, des éditions Fleuve Noir. Alors, je vous dis nouveau roman de Jean-Marc Souvira, parce que moi, je connais Jean-Marc Souvira depuis longtemps. Depuis son premier roman que j'ai lu en 2009, il s'agissait du Magicien. Ensuite, j'ai lu Le vent t'emportera et Les sirènes noires en 2015. Et là, il revient après 8 ans d'absence avec La Porte du Vent. Donc, La Porte du Vent s'ouvre, si on peut dire, sur un règlement de compte entre deux mafias à Paris. Un membre de la mafia juive, du business juif, est assassiné dans sa voiture par 2 Chinois. Donc, forcément, et pourtant, ces 2 communautés travaillent main dans la main, si je peux dire. Voilà, les Juifs font des affaires, les Chinois blanchissent l'argent, enfin bref. C'est quelque chose un business collaboratif qui dure depuis 50 à 60 ans. Et là, brusquement, les 2 bandes se lancent les hostilités et assassinent le premier. Donc, il va y avoir un retour de flamme. Enfin bref, il y a de l'escalade. Chaque clan veut venger la mort des siens et ça engendre une escalade de la mort. Et du coup, le commandant Delmat va essayer d'enrayer cette escalade meurtrière dans Paris, afin d'éviter que les 2 communautés mettent la ville à feu et à sang. Parallèlement à ça, les 2 patriarches des communautés s'appellent et décident de faire un voyage. Il y en a un qui est en Israël et l'autre qui est en Chine. Et ils vont faire tous les 2 le voyage pour se retrouver en France, dans un cimetière des Hauts-de-France. Ils vont se recueillir et ils vont réunir les 2 clans sur la tombe d'un soldat chinois qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Alors vous allez me dire, pourquoi d'abord, pourquoi les clans juifs et chinois ont des liens aussi forts? Eh bien, c'est là que le roman policier va basculer dans complètement autre chose, va basculer dans un roman historique, où on va revenir pendant la Première Guerre mondiale sur un épisode complètement méconnu, que moi je ne connaissais pas du tout de la Première Guerre mondiale. On fait souvent référence à la Seconde Guerre mondiale et à beaucoup de choses qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, on remonte encore plus loin dans la Grande Guerre, la guerre des tranchées. Et il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, les puissances européennes ont appelé le peuple chinois à venir faire la guerre, à venir prêter main forte aux soldats pendant la Première Guerre mondiale. Alors on leur faisait miroiter plein de choses, un salaire, des conditions de vie à peu près décentes et surtout louer l'effort de guerre
prôner l'effort de guerre et tout ce que ces hommes vont devoir fournir pour aider l'Europe à coller la pâtée aux Allemands. Et donc, on va suivre plusieurs personnages chinois qui vont devoir quitter la Chine, et un personnage en particulier dont la vie est en danger en Chine, et il va entreprendre le voyage vers l'Europe pour, et ben justement pour fournir l'effort de guerre, pour aider les soldats français et anglais dans leur effort de guerre. Et pendant toute cette partie, pendant la Première Guerre mondiale, on est passé quand même sur des histoires d'hommes qui vont forger des liens vraiment incompressibles, indéfectibles, des liens d'amitié, des liens d'amour, des liens de fraternité extrêmement puissants pendant cette période où ils vont tout... Alors, l'Eldorado qu'on leur a vendu, ils vont rapidement se rendre compte que c'est très très loin des paillettes qu'on leur a vendues. C'est l'horreur, c'est l'horreur des tranchées, c'est l'enfer des tranchées qui nous est particulièrement décrit. C'était horrible, c'était sans commune mesure, c'était une boucherie. On envoyait les hommes à la boucherie, ni plus ni moins. Les obus, les rafales de mitraillettes, les barbelés, les no man's land, alors, rien ne nous est épargné. Et on a, voilà, par-delà l'horreur de la guerre, on a des liens qui se forment entre une communauté. C'est la communauté juive. Et on apprend qu'il y a une communauté juive en Chine, qui est là-bas depuis des temps immémoriaux, et qui a été complètement tombé en désuétude. Les Juifs d'Europe avaient complètement oublié qu'il y avait une communauté juive qui avait pris pied en Chine il y a fort longtemps. Et on a toute l'explication, voilà, le ciment de ce qui va constituer la communauté qui existe à Paris à l'heure actuelle, et comment les liens entre les Juifs et les Chinois se sont développés et ont commencé à l'époque de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, la troisième partie, ça va être l'héritage, la transmission de cet héritage, la transmission de ces liens, la transmission de cette histoire qui va être faite aux jeunes générations, qui va être obligée de faire un peu table rase du présent pour pouvoir recommencer sur des basses scènes. Et là, Jean-Marc Souvira, il a vraiment le don de transformer une banale histoire de règlement de compte entre deux clans en une magnifique histoire d'amitié, de liens profonds et d'humanité profonde entre deux peuples. Il va magnifier cette histoire de règlement de compte en quelque chose de beau, de propre, si j'ose dire, et de magnifiquement humain. Franchement, j'ai adoré cette histoire, je me suis régalée pendant toute la partie sur la Première Guerre mondiale et l'explication de comment ce socle, comment ces deux communautés se sont alliées, et franchement, j'ai trouvé ça génial. Franchement, je vous en conjure, si j'ai un tout petit peu d'influence sur Booktube, je vous demande vraiment instamment d'arrêter tout ce que vous faites. Laissez tomber tout ce que vous faites. Enfin, regardez cette vidéo jusqu'au bout quand même, hein. Soyez sympa. Mais arrêtez tout ce que vous faites et allez courir en librairie, découvrir la plume de cet auteur. Commencez, si vous voulez, par La Porte du Vent, mais allez aussi vers Le Magicien, Le Vent t'emportera et Les Sirènes Noires. Franchement, Le Magicien, ça a été une grosse claque. Les Sirènes Noires aussi, là, il nous emmène en Afrique. Franchement, mais allez-y, foncez tête baissée pour découvrir cet auteur dont on ne parle quasiment pas sur Booktube. Là, on va vraiment en parler grâce à La Porte du Vent, où il revient avec un roman extrêmement fort. Mais il faut vraiment découvrir les autres romans, sa bibliographie.
allez-y, foncez. Foncez en librairie, achetez ces romans. Je pense que les anciens, vous pouvez facilement les trouver en poche. Vous pouvez les trouver d'occasion. Mais si vous pouvez les avoir en librairie, allez-y, foncez, tête baissée. Je vous en conjure, si vous ne devez retenir qu'un seul conseil livresque de ma part cette année, c'est La Porte du Vent de Jean-Marc Souvira. C'est vraiment mon premier coup de cœur de l'année. Allez-y, foncez. Il a sublimé les guerres de gang en un roman profondément humaniste. Et rien que pour ça, c'est un tour de force. Et rien que pour ça, il faut lire Jean-Marc Souvira et La Porte du Vent. Voilà, j'espère que je vous ai tout bien vendu. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé. Et si je vous ai donné envie de lire ces romans, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à partager votre instant de visionnage. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!